Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle interview avec Christa Rodi. Salut Christa, Coucou Magali. ça me fait très très plaisir de pouvoir faire ce moment avec toi. C'est vraiment chouette. Merci. Merci pour ton invitation. Ça me fait aussi très plaisir de pouvoir parler de cette thématique, de se donner la priorité à ta Carrément, communauté. carrément. J'ai eu le plaisir de rencontrer Christa il y a quelques semaines, du coup, c'est toi qui as proposé au départ de faire une interview. Donc tu as commencé par une interview des mois. Et en fait, j'ai adoré l'énergie de Christa, j'ai adoré ce qu'elle proposait et j'avais vraiment envie de pouvoir vous la faire découvrir. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé de, à mon tour, l'interviewer elle. Que Christa, elle est activatrice de potentiel et c'est la créatrice de la méthode L. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu plus, du coup? Ah oui, avec plaisir. Alors, comme l'a dit Magali, je suis Christa. Je suis en Suisse, du côté du Valais, si vous connaissez la Suisse, tout proche de Chamonix, dans les montagnes suisses, proche de la forêt, de la nature, qui sont vraiment importants pour moi dans mon équilibre. Et je suis activatrice de potentiel, dans ce sens que j'adore amener les femmes, spécialement que je coach, à oser par des challenges, par des défis, par des actions, à transformer leur vie et à rendre, comme je dis toujours, l'impossible possible, vraiment à amener cette transformation. Et au fil des années, avec les outils que j'ai acquis, j'ai créé ma méthode qui est la méthode L, qui est vraiment pour moi un peu le regroupement de tous mes outils, autant de coaching que de spiritualité, d'énergétique, qui m'ont amené à avoir des transformations incroyables et également à amener à d'autres femmes à avoir ces transformations en mélangeant tous ces aspects. À un moment, je me suis dit, mais seulement du coaching, ça suffit pas pour aller plus loin, pour débloquer certaines choses, ou ça ira plus vite. Et puis, avec l'énergétique, avec la spiritualité, j'ai pu amener vraiment des transformations plus rapides, plus profondes avec tous ces outils. Et c'est comme ça que j'ai créé cette méthode, la méthode L. Super. Franchement, c'est super chouette. Et du coup, aujourd'hui, on avait envie de parler du fait de se donner la priorité. Je pense que ça fait partie des choses aussi, du coup, dans ton accompagnement que tu mets en avant. Exact. Alors, vu que j'accompagne spécialement des femmes et souvent des mamans, j'ai vraiment travaillé avec elles sur tout ce côté priorité. Et ça a commencé, en fait, cette question, elle a commencé avec moi quand je suis devenue maman en 2014. C'est là aussi que ma vie, elle a changé et que j'ai aussi complètement changé de vie par rapport à la vie professionnelle. Parce que jusqu'en 2014, j'étais vraiment quelqu'un tout le temps à fond dans le sport, à fond dans le travail. J'avais fait des études, j'ai fait une carrière, etc. J'avais tout un parcours comme ça où tout ce que j'avais mené, en fait, ça avait abouti. Sans que, en me disant qu'avec la volonté et puis envie de faire les choses, ça marchait. Et il n'y avait jamais eu de place dans ma vie, mais je m'en étais jamais rendu compte, hein, que il n'y avait pas de place pour sortir de ma zone de confort, pour, la, pour quelque chose qui était pas sous contrôle. Vraiment, j'avais une vie hyper contrôlée et tout ce que j'entreprenais, ça fonctionnait, mais parce que j'entreprenais que des choses qui faisaient que je savais que j'allais réussir. Ouais. Des études dans un domaine, vraiment tout ce que je faisais, je savais, c'était complètement inconscient aussi, mais je savais que ça allait aboutir. Et puis en 2014, quand j'ai eu ma fille, ah, alors là, ça s'est vraiment transformé. Alors déjà, toute la grossesse, voilà, tout à coup, on contrôle plus vraiment tout. Il y a des choses qu'on est là, ah oui, il faut effectivement faire des prises de sang, faire des choses. Tout à coup, tu as telle chose qui t'arrive, tu contrôles plus, c'est comme ça. Puis après, l'accouchement, quoi, c'est-à-dire, ah, mais en fait, tu peux rien contrôler, ça se passera comme ça se passera, et c'est ce qui, ce qui a été, quoi. Ça s'est passé comme ça s'est passé, cet accouchement. Je me rappelle que la sage-femme, elle arrêtait pas de me casser les pieds, de me dire, mais vous voulez pas accoucher dans l'eau et tout. Je disais, non, je veux pas accoucher dans l'eau. Et puis finalement, j'ai eu un accouchement où il y a eu, on a dû prendre les forceps. Et voilà. Et puis je me disais, les choses, elles se sont tout à coup plus passées comme moi, je voulais, plus au contrôle. Et puis après, une fois que j'ai eu ma fille, la vie de maman, c'était plus, on peut plus faire comme on veut, on peut pas tout contrôler, on peut pas tout gérer.
Et au départ, j'avais un peu cette illusion que j'allais continuer ma vie comme avant, avec un enfant, mais que je pourrais continuer à faire mon sport, ma carrière. Mais alors, pas du tout. Bah, déjà, je n'étais plus la même. J'avais vraiment toute mon attention qui se focalisait sur mon enfant. Quand j'étais au travail, j'avais qu'envie de rentrer à la maison pour la trouver. Après, bah, le soir, j'avais plus envie de partir faire du sport. J'avais envie de rester avec elle. Enfin, voilà. Et puis, petit à petit, bah, j'ai aussi appris que ma fille, elle avait son caractère, elle avait sa façon d'être, que je devais accepter aussi les choses comme elles étaient. Ça se passait pas toujours comme je l'aurais voulu, même avec tous les ouvrages de cette terre et tous les conseils de bienveillance. Et ben, des fois, le contrôle, il n'était plus là. Et puis, il y a des choses qui étaient compliquées et qu'il y avait toute cette éducation qui s'est faite en me disant, bah, moi, je fais du mieux que je peux avec qui je suis. Et à un moment, eh bien, il faut aussi que je retrouve ma place de femme, etc., dans ma vie. Et je ne peux pas que être dans ce côté de vouloir à tout prix tout gérer, parce que je m'épuise, je me fatigue et je vais droit dans le mur. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à travailler sur moi. Nos enfants, c'est vraiment un miroir, vraiment Ouais, exactement. Et là, bah, j'ai commencé à travailler sur moi et puis j'ai découvert toujours un peu plus le développement personnel et j'ai changé toutes mes croyances sur ma vie que j'avais avant. Et j'ai vraiment découvert que c'était essentiel de travailler sur soi, que déjà, premièrement, si on n'est pas bien nous, ce qui semblait, quand je l'ai su, ça me semblait une évidence, mais jusqu'alors, ça me la semblait pas. Eh bien, on peut pas faire que les autres soient bien. Puis finalement, si je voulais que ma fille soit bien, bah, il fallait déjà que moi, j'aille cet équilibre. Puis après, qu'est-ce que moi, je voulais lui montrer comme modèle? Est-ce que je voulais montrer quelqu'un qui courait de partout, qui était épuisé, qui voulait tout contrôler? Ou est-ce que je voulais montrer quelqu'un qui était épanoui, qui était bien dans sa vie, qui vivait aussi pour elle et pas que pour les autres? Donc, j'ai vraiment un peu travaillé là autour de tout cela pour me redonner la priorité. C'est vraiment parti de cette situation. Est-ce que tu dirais qu'au départ, il y a eu un déclic ou que c'est plus quelque chose qui s'est fait petit à petit dans le temps? Quand tu as vraiment pris conscience qu'il fallait voilà, commencer le développement personnel, faire toutes ces choses-là, est-ce que pour toi, il y a vraiment eu un épisode, par exemple, avec ta fille, qui t'a vraiment fait prendre conscience que c'était pas la maman que tu avais envie d'être ou tu vois? Alors moi, le déclic, ça a plutôt été quand j'ai commencé à travailler sur mes lignées familiales, parce que alors là, j'ai vraiment eu l'effet miroir très fort de ma relation à moi avec ma propre maman. Et puis du fait que je voulais, et c'était presque obsessionnel, justement dans ce contrôle, je ne voulais surtout ne pas revivre, ne pas avoir cette relation-là avec ma fille. J'ai dit, mais je ne veux pas avoir cette relation avec ma fille parce que ma relation avec ma mère, elle est très distante, très froide. J'ai jamais été proche de ma mère. J'ai jamais partagé des moments comme on le voit des fois dans des films où j'avais vraiment toujours voilà. Et je me disais, mais je veux surtout pas reproduire ce schéma-là. Alors je crois que c'est parti de là déjà, de peut-être d'être repassé dans un autre extrême en voulant tellement aussi dans mes blessures à moi, être aimée et aimer et être aimée, que je me suis oubliée pour surtout pas que ma fille ne puisse un jour ne pas m'aimer, mais avoir cette relation distante avec moi. Donc c'est vraiment parti de là. Et puis après, ce travail d'équilibrage. Oui. Est-ce que du coup, quand tu as commencé à travailler justement et à revenir, à te remettre au centre de ta vie, finalement, à reprendre la priorité, est-ce que tu as pu ressentir des moments de culpabilité où tu te dis, bah non, une bonne maman, tu vois, les enfants sont le plus important, tu vois, parce que souvent, moi j'appelle ça le syndrome de la bonne mère, où tu as l'impression que tu vois, tu dois tout donner à tes enfants, où c'est vraiment eux le centre, et quand tu penses à toi, bah, tu es d'une certaine manière égoïste par rapport à ça, tu vois, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Oui, exact. Est-ce que du coup, toi, au début de ce parcours, tu as eu ce sentiment? Ouais, j'ai surtout eu dans ma croyance, cette croyance que quand tu as des enfants, il n'y a plus rien qui passe avant eux et qu'il faut tout sacrifier
pour ses enfants. Et là, j'ai eu des grosses prises de conscience. Je me rappelle qu'à l'université, j'avais fait un mémoire de fin de thèse sur la thématique, c'était le personnage sacrificiel dans les romans de tel auteur, et que j'avais consacré toute une thèse sur justement cette image de la mère dans la société plus de l'époque, mais vraiment qui se sacrifiait à 100% pour ses enfants, qui leur laissait tout vraiment. Et j'avais cette croyance que de devenir mère, ça voulait dire ça, ça voulait dire, ben maintenant, je mets ma vie entre parenthèses et je m'occupe de mon enfant et je me sacrifie pour lui pour qu'il soit le plus heureux possible. Donc, c'est vraiment, pour moi, ça a été la grosse croyance que j'ai eu besoin de casser. Ouais. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose de très ancré, hein. L'impression que vraiment nos enfants sont la priorité, qu'ils doivent vraiment être passés avant tout le reste. Et c'est vrai que je trouve que même s'il y a déjà des choses qui avancent dans ce sens-là, hein, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je trouve, quand on devient mère, on entend souvent bah, je ferai ça quand mes enfants seront grands, ou je penserai à moi quand mes enfants seront grands, Exact. ou voilà, je ferai le métier de mes rêves quand mes enfants seront grands, mais pour l'instant, ils sont petits. Donc là, la priorité, c'est d'être présent pour eux, d'être là pour eux. Et du coup, on oublie beaucoup de choses en voulant se mettre au service des enfants, effectivement. Oui, exact. Il y avait ça. Et puis, il y avait aussi ce côté de cette image que moi, j'avais vue, que la société me renvoyait, qu'il fallait être toute parfaite. C'était un peu, je me rappelle, là, en 2014, en tout cas, ce côté de cette éducation bienveillante qui était partout. L'éducation bienveillante, pas crier, pas s'énerver, discuter, etc. Et c'est vrai que moi, je suis tombée aussi dans ce côté-là de la peur du regard des autres, de se dire, ah, mais il faut que je sois bien, qu'est-ce qu'on va penser de moi, il faut que je montre une bonne image de la mère, ce contrôle, hein, ce côté très contrôlant que j'avais. Et puis de l'autre aussi, cette peur de la critique, du rejet, de ne pas être aimé, hein, qui était très très fort. Et puis j'étais vraiment tout le temps là-dedans, puis dans cette envie de tout maîtriser, de tout contrôler, puis dans l'illusion que en regardant des vidéos, en lisant des livres, et puis en faisant là vraiment ce qu'on nous disait, il n'y avait pas de raison qu'il y ait quelque chose qui se passe autrement que ce qui était préconisé, qui allait exactement dans mon parcours de croyance et puis de contrôle. J'avais toujours fonctionné comme ça pendant 32 ans. C'était ok, je fais ça, ça marche, j'étudie, je fais un examen, je passe. Et vraiment, j'avais toujours fonctionné comme ça. Puis tout à coup, me dire, mais en fait, non, là, ça marche plus. Je peux pas faire comme ça. Je dois prendre ma fille comme elle est, avec son caractère. Et puis alors, bah, bien sûr que l'univers m'avait envoyé une fille avec un bon caractère, qui alors c'était quand tu lui disais non, hein, tu pouvais essayer tous les trucs de bienveillance de cette planète, et ben ça ne fonctionnait pas. Ah, c'est pas possible. Donc ça, c'était aussi d'accepter que la situation, elle soit comme ça. Ça passe par beaucoup de lâcher prise, du coup. Oui, beaucoup de lâcher prise et puis d'acceptation des choses et de lâcher, comme tu parlais de cette culpabilité, de se dire mais en fait les choses elles sont comme ça et je dois accepter que avec elles ça ou ça fonctionne pas. C'est vrai que des fois aussi la comparaison, je me souviens avec d'autres mamans, tu rencontres d'autres mamans qui ont des enfants du même âge et tu vois que quand l'autre maman elle te raconte des choses où elle dit ah oui alors moi pas de problème avec mon fils, je peux faire ci ça, puis je me rappelle, ça me vient là maintenant, mais j'allais à la gym parents-enfants. Je crois que c'était les pires souvenirs. J'allais à la gym parents-enfants avec ma fille. Elle n'a jamais fait un seul cours de parents-enfants. Et tous les autres, et c'est vrai que c'était dur, tous les autres, ils étaient assis avec leur maman ou leur papa. Ils restaient tout sages. Quand la monitrice, elle disait de faire quelque chose, ils faisaient. Et elle courait partout, tout le temps. Elle finissait, je crois qu'on n'a jamais fini un cours parce que au bout d'un moment, elle voulait partir, elle restait jamais. Les spectacles, on n'a jamais fait un spectacle parce que c'était impossible. Et ça a tout le temps été comme ça. Et puis aussi, cette croyance de vouloir l'amener. Moi, je faisais plein de choses. Il fallait faire de la musique. Je me rappelle, je faisais des veilles musicales. Il fallait faire la gym parents-enfants. J'avais inscrite à des petits cours de danse. Et en fait, je l'amenais à tous ces trucs. Et elle faisait aucun truc, quoi. La musique, elle obéissait rien à la dame. La gym, la danse, elle a jamais fait
un cours de danse, elle n'a jamais fait une chorégraphie, jamais. À chaque fois que j'arrivais à la fin pour voir, elle était tout le temps ailleurs en train de courir quelque part. Et c'était fou parce que vraiment nouveau, de se dire, ah oui, il faut faire des activités. Et vraiment, je m'obstinais, hein, j'y allais quand même. Je disais, allez, mais au bout d'un moment, ça va aller mieux, elle va s'habituer. Et puis non, ça n'a jamais été mieux. Puis à un moment, bah, je me suis écoutée aussi, écouter mes besoins. Puis je me suis dit, mais attends, mais tu te fatigues ben, déjà dans ton horaire, à tout organiser, à aller. Après, tu te fatigues, des fois même je rappelle avant, je lui disais, non mais aujourd'hui on va à la gym, tu fais un effort, hein, moi j'aimerais qu'on reste au cours. Enfin voilà, j'ai encore la sermonnée avant, alors elle avait 4 ans. Et puis finalement, je me suis dit, mais tu t'épuises pour rien. Tu te pourris ton après-midi, tu vas à ces choses. De toute façon, elle ne le fait pas, elle n'a pas envie. Vraiment, il faut lâcher prise et puis t'écouter. Et puis petit à petit, moi, je me suis écoutée, j'ai arrêté, je ne l'ai plus inscrite à des activités, que des fois des choses ponctuelles où elle avait envie d'aller, où elle me disait ah, j'aimerais faire ça. Et j'ai vraiment lâché prise sur ce côté, il faut faire plein de choses, il faut amener chaque enfant. Ah oui, je rappelle, mes copines me disaient ah, mon enfant, il fait ça, ça, ça. Je suis là, oh, bon, pas moi. Voilà. Donc j'ai dû apprendre ça. Tu as aussi peut-être allégé les tensions, parce que du coup, ça devait forcément créer des tensions avec ta fille, une pression que tu mettais aussi pour qu'elle rentre bien dans le cadre, finalement. Ouais, exactement. Ce côté, bah, tu vois, ce côté que moi, j'avais eu de mes parents, mais inconsciemment, hein, ils ne voulaient pas me la mettre, mais cette pression de perfectionnisme. Ouais. Et puis, c'est vrai, de moi, je sais, mais moi, j'étais cette petite fille. À chaque fois, je la comparais à moi, je me disais, mais moi, j'étais cette petite fille toute parfaite, tu sais, qui a jamais fait punir, qui a toujours tout bien fait, toute gentille, parce que mes parents, ils ont fait très longtemps pour m'avoir. Et que quand ils m'ont eu, ma mère, elle m'a toujours répété, quand on faisait un compliment, ça, elle m'a toujours dit, oui, Christa, elle est parfaite, elle est intelligente, parce qu'on a fait 7 ans pour l'avoir. Alors, elle ne pouvait pas être autrement. Et puis finalement, ils m'ont mis cette grosse pression inconsciente de me dire, mais je peux que être comme ça, quoi. J'étais fabriquée comme ça. Et à chaque fois, je pensais à ça, puis je me disais, mais ok, ma fille, elle est l'inverse, mais j'étais fière qu'elle soit l'inverse, parce que moi, d'avoir été toute parfaite comme ça m'avait pas forcément servi. J'étais quelqu'un avec peu de confiance en soi, avec peu d'affirmation de soi, qui voulait jamais d'histoire avec personne, qui voulait plaire à tout le monde. Et elle, je me disais, ça me plaisait ce côté rebelle. Je me disais, en tout cas, elle fait ce qu'elle aime. Et c'est vrai que ça, je ne l'ai jamais bridé parce que je me disais, mais c'est une chance d'être comme ça, de faire ce que tu veux, t'en foutre des autres, de pas obéir. Après, c'est un peu du souci pour la suite à l'école, etc. Puis finalement, ça a été très, très bien après. Hein. Mais vraiment, me dire, mais ça, c'est quelque chose que je trouvais génial, qu'elle ait cette personnalité forte au final. Ouais. Est-ce que du coup, quand tu as commencé à justement revenir sur te prioriser, tu as eu le sentiment qu'au niveau de la relation avec ta fille, ça a allégé les choses, que ça a changé les choses justement, que ça lui permettait, elle, d'être plus elle, en étant moins peut-être dans le contre-toi, quoi, tu vois, dans l'opposition? Oui, oui. Parce que vraiment, quand j'ai commencé à me prioriser, j'ai vraiment eu cette prise de conscience qui a été très forte entre le être et le faire ou le avoir. Et j'avais vraiment une vie avant qui était beaucoup dans le avoir et faire. Tout le temps à fond, des activités. Bah, aussi, cette croyance, bons parents, à chaque fois que tu as un petit moment de libre, il faut aller au parc, il faut aller à la piscine, il faut aller à tel nouveau truc de jeu, il faut appeler une copine. Enfin, et tout le temps dans l'action, et j'étais tout le temps comme ça. Et puis à un moment où je me suis dit, mais maintenant, je pense à moi, je prends des moments tranquilles à la maison, où j'ai commencé à lui dire, bah, écoute, maintenant, chacune fait ce qu'elle veut une demi-heure, tu laisses maman tranquille une demi-heure. Et par contre, les temps que je passais avec elle, c'était vraiment des temps de qualité, où je m'étais mis aussi, ok, aujourd'hui, je passe 1 heure avec ma fille, mais je suis que avec elle. Je fais rien d'autre. Je n'ai pas mon téléphone à côté. J'invite pas une copine pour boire un café. Je fais que quelque chose avec ma fille, où on dessine, où on fait un jeu, où on bricole, mais je suis que avec elle. Où je vais au parc avec elle, mais je suis avec elle le temps que je vais. Et ça a été quelque chose que j'ai mis en place, justement, au lieu d'avoir cette illusion, en fait, que je passais plein de temps avec ma fille, mais qu'en fait, j'étais jamais pleinement avec elle parce que je pensais à plein de choses, je faisais plein de choses, je courais partout. J'ai vraiment pris 1 heure de temps, mais 100% de présence. Ouais.
Oui, je pense que c'est quelque chose d'important de prendre conscience que quand on se donne du temps à soi, on est ensuite capable de donner du temps de qualité aux autres. Oui, Et c'est pour ça, moi, exact. Du temps de qualité et pas juste l'illusion de donner du temps. Ah, parce que tu passes toutes tes journées avec ton enfant, tu lui as donné du temps et que c'était une pure illusion. Je m'étais ni donné du temps à moi ni à elle en fait. ouais. Ouais, moi, ça, c'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup ressenti avec mes enfants au départ, quand justement j'étais dans ce syndrome de la bonne mère. C'était vraiment ça. Effectivement, j'avais l'impression de passer toutes mes journées avec mes enfants, alors qu'en vrai, si je faisais le bilan à la fin de ma journée, j'avais passé une minute réelle avec eux. Alors que quand j'ai commencé Ouais, effectivement à me redonner du temps, à faire des choses qui me faisaient plaisir à moi, pour moi, bah, quand j'étais avec eux, je pouvais vraiment être avec eux parce que j'avais rempli mes propres besoins avant de venir devenir leader, en fait. Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup ouais, aider à sortir de la culpabilité. Tu vois, exactement. de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut culpabiliser facilement de se donner la priorité parce que justement, on a toutes ces injonctions de notre société qui nous disent qu'il faut faire de nos enfants notre priorité, mais se rappeler que plus on fera de soi-même sa priorité, plus on sera capable de nourrir nos enfants avec bah, du temps de qualité, mais aussi avec une présence de qualité, avec Oui. des soins de qualité. Enfin, voilà, ça nourrit vraiment différemment notre relation avec nos enfants, je pense. Exact. De faire les choses différemment, justement. Pas faire les choses pour les faire ou parce que tout le monde les fait ou parce que ça peut faire bien, mais vraiment de les faire avec le cœur. Et ça c'était important. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que du coup, quand tu as commencé, toujours pareil, à te prioriser, c'était aussi du coup remettre en question? Tu vois, est-ce que ça passe par un temps de remise en question de ce que tu fais, justement, de comment tu remplis, entre guillemets, ta vie et celle de tes enfants? Et du coup, ça Oui, t'a poussé aussi dans cette direction-là à te demander, voilà, tu l'as un peu dit justement avec les activités que tu faisais avec ta fille, mais tu vois, est-ce que vraiment tu as pris le temps de te dire, OK, est-ce que ça c'est juste pour nous, pour moi, pour ma oui, fille, pour notre ouais, relation? exact. J'ai vraiment pris le temps d'écouter mes besoins et ses besoins. Ouais, Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle adorait avoir des moments à être à la maison, à rien faire, entre guillemets, mais ouais, vraiment, et que c'était moi qui avais cette illusion qu'il fallait remplir, remplir. Et puis avec le temps, bah, justement, j'ai commencé à alléger. Je me rappelle, j'ai allégé mon agenda. Parce que mon agenda n'avait jamais été vide de ma vie. Tout était toujours tout plein. Les ouais, week-ends, les vacances, c'était prévu presque. Tu n'avais pas fini une vacance, tu avais déjà réservé la prochaine. Enfin, c'était tout comme ça. Et puis à un moment, j'ai commencé à désencombrer, à commencer ouais. à avoir des petits bouts de soirée sans un cours de gym, sans un souper le samedi soir, etc. Puis après, j'ai commencé à toujours plus vider. Et plus je vidais, et plus je me rappelle que je regardais mon agenda et je me disais, waouh, aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vide. Et ce matin, il n'y a rien. On peut juste rester à la maison, faire ce qu'on veut. S'il y a quelqu'un qui nous appelle, on peut lui dire oui, on est libre. Si on Ouais. a envie de partir au parc, on part au parc. Et ça a été vraiment une révolution dans ma vie que d'arriver à faire de la place. Et puis en fait, quand j'ai fait de la place, il y a eu tellement de belles choses qui sont venues, hein, auxquelles je n'aurais même pas pensé, des rencontres, des activités, parce que j'avais de la place pour dire oui. Alors qu'avant, Oui, j'avais jamais de place, c'était tout était plein, donc il y avait ouais. rien qui était lié à l'improvisation, à la nouveauté, tout était sous contrôle. Du coup, dans ce que j'entendais aussi, ce que tu disais au début, c'est que le fait aussi bah, d'alléger ton emploi du temps, mais aussi d'être redonné la priorité, ça t'a permis aussi de voir ta fille pour qui elle était vraiment. Tu vois, te reconnecter à ses besoins, mais se reconnecter vraiment à l'essence de ta fille, quoi. Pas juste à la projection que tu peux en avoir avec tout ce que tu pouvais lui organiser en ayant l'impression que c'était ce qu'elle avait besoin sans vraiment finalement, j'allais dire la connaître, mais en tout cas, tu vois, vraiment aller au cœur de ce qu'elle avait besoin elle. Oui, ouais, exactement. J'ai dû accepter, ça a été les premiers pas, mais d'accepter que ma fille, elle aimait pas faire des choses comme tout le monde en groupe, que toutes les activités qui étaient de ce type-là, c'était pas pour elle. Et tout ce travail d'acceptation, une fois que je m'étais un peu obstinée, après j'ai accepté ça. Et puis après, bah, d'écouter justement ses besoins et puis de l'amener vers des activités où elle pouvait être comme ça et où des autres enfants étaient comme ça. Et ça faisait du bien aussi de voir d'autres enfants qui étaient là, qui étaient en électron libre et qui avaient ce caractère. Et puis des parents qui étaient
détendu avec ça et pas non mais tu dois obéir alors après j'ai trouvé des activités, je me rappelle c'était de l'éveil musical où c'était comme ça, où il y avait vraiment ce côté, chaque enfant il faisait un instrument, il faisait comme il voulait, il n'y avait pas besoin que tout le monde fasse la même chose, comme au cours de danse on fait la même choré et tout, Ouais. et puis après des petits ateliers, et ça a été hyper bénéfique parce qu'elle avait vraiment, je voyais, elle avait du plaisir à aller à ces activités, elle faisait les choses parce que c'était elle qui pouvait un peu les choisir, la personne elle s'adaptait à ce caractère de l'enfant, elle lui laissait cet espace de créativité qui était important, que ma fille a, qui est très créative comme ça, qui a besoin d'inventer des choses. Et ça a été vraiment des jolis moments. Et puis après, quand elle a grandi, j'ai fait le choix de ne pas l'inscrire à des activités, mais de laisser libre à ce qu'elle voudrait. Et alors ça a bien fonctionné parce que, voilà, par exemple, l'année passée, elle a voulu faire un cours de dessin. Donc, quand elle a fait, ça a été vraiment bien. Parce que c'est elle qui l'avait choisi. Ouais. Quand elle est venue vers moi, elle m'a dit, ah, maman, moi, j'aimerais faire un cours de dessin. On a regardé un cours, elle s'est inscrite, puis alors après, ça a été tout seul. Elle a été à tous les cours, elle avait vraiment du plaisir. Et j'ai vu que c'était comme ça qu'il fallait que ça fonctionne. C'était pas à moi à choisir ces activités. J'avais l'impression que ce serait que peut-être moi, petite fille, j'aurais voulu faire ça ou que ça Ouais. m'aurait plu. Et puis se dire, mais non, c'est pas moi. Et elle aime pas forcément aller faire de la danse et elle a besoin d'autre chose. Et puis ça a bien fonctionné. Ouais. Ouais, puisque j'entends derrière, c'est que du coup, implicitement, ça lui donne le message de faire d'elle-même sa priorité, de s'écouter, d'écouter ses besoins et d'y répondre, en fait, plutôt que peut-être de rentrer dans une case où je pense qu'on a peut-être été nombreux à être, à vouloir faire plaisir à maman parce que je sais que si je fais ça, maman sera contente. Bah là, plutôt de se demander, bah, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui va me nourrir et du coup d'avoir cette liberté de choisir. Finalement, assez tôt, parce qu'elle était quand même encore assez jeune, ta fille. Oui. Et ça, c'est hyper riche, je trouve. Ça, c'est un cadeau incroyable parce que du coup, c'est aussi quelque chose que tu lui donnes pour plus tard. D'apprendre justement à faire d'elle sa priorité dès le début. Oui, exact. Ça, c'était quelque chose d'important. Je pense que dans mes valeurs, dans le L de la méthode L, le L, c'est la liberté d'être soi. Et c'est une de mes valeurs principales, cette valeur de cette liberté de faire ce qui nous correspond, d'être qui on souhaite être, sans justement qu'on nous mette dans des cases, comme j'ai été mise moi dans mon enfance, c'est vraiment qu'on puisse s'épanouir comme ça. Et puis elle avait ce potentiel en elle d'être comme ça, un électron libre. Et ça m'a finalement, je pense que c'est même elle qui m'a appris à mettre en avant justement cette liberté d'être, de lâcher prise, d'accepter les choses comme elles sont, de pas pouvoir tout contrôler. Et puis après, j'ai continué à suivre ce schéma qu'elle m'avait montré. Ouais. Du coup, pour toi, quand tu as commencé à te redonner ta priorité, c'est passé plutôt par, comme on l'a dit à un moment donné, vraiment faire le point sur tout ce que tu mettais dans ta vie, ou plutôt prendre des temps vraiment pour toi, où tu faisais des choses qui te nourrissaient. Enfin, tu vois, comment tu as commencé ce chemin, tu vois? Un peu les deux. J'ai vraiment commencé par reprendre des activités pour moi, par aller à un cours par semaine de gym, à aller de temps en temps boire un verre avec une amie sans ma fille, en disant à mon conjoint, ben moi, ce soir, je sors un moment, ou ce samedi, je vais me balader un moment. Et vraiment, ça a été comme ça, des petites activités ponctuelles pour moi. Et puis, je me souviens que c'est là aussi que j'ai commencé à prendre, enfin, c'est surtout depuis ma grossesse que j'ai commencé à faire des activités aussi de recentrage, du yoga, de la méditation, un peu par hasard, parce que justement, une fois que j'étais enceinte, je pouvais plus faire du sport comme je faisais avant. Je me suis dit, ah, bah, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis j'ai découvert le yoga. Et puis après, j'ai commencé à découvrir un peu tout ce qui était méditation, pleine présence, des choses qui étaient impossibles pour moi. Avant, quand je voyais un cours comme ça à la salle de sport, jamais j'allais m'inscrire à un cours un peu tranquille, c'était pas possible. Ouais. Fallait que ça bouge, fallait qu'il y ait du bruit, du mouvement. Et puis là, tout à coup, j'ai découvert aussi tout ce bien-être du corps que je connaissais pas avant. Et ça a été aussi des choses qu'après, j'ai continué à aller à des méditations, à aller à un cours de yoga, etc. Ouais, donc c'est quand même déjà repassé par le concret pour soi.
Ouais. qui t'a permis de faire ce premier pas vers, du coup, voilà, de se donner la priorité. Oui, je dirais ouais, du concret pour soi, puis aussi de la connaissance de soi. Ouais. Parce que tout à coup, il y avait ces prises de conscience que, en fait, je faisais plein de choses, mais que c'était peut-être pas vraiment moi, ou que ça me Ouais. plaisait pas forcément, mais que je les faisais par habitude, ou que je les faisais parce que il faut faire du sport. Vraiment, et puis finalement, tu as quoi à un moment de te dire, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Et de se recentrer sur aussi mes besoins, justement, et plus Ouais. d'être dans ce que la société dit qu'il faut faire, que ça fait bien, de gérer plein de choses. C'était ça Ouais. aussi. Et ça, je pense que c'est une clé importante que tu viens de donner, le fait de prendre le temps de se connaître. Vraiment, je pense que ça, c'est indispensable pour vraiment pouvoir se sentir bien dans sa vie, s'épanouir et faire des choses effectivement qui nous correspondent et qui vont vraiment nous nourrir. Enfin, ça, je pense que c'est vraiment hyper, hyper important. Oui, oui. Je trouve que c'est la clé de beaucoup de choses, de cette Ouais. connaissance de soi. On se connaît, des fois, on se connaît tellement pas. On est tellement dans ce pilote automatique qu'on a depuis toujours, de faire telle ou telle chose, de penser de telle ou telle manière. On a été élevé Ouais. comme ça, dans une société comme ça. On n'est pas, enfin, moi, je pense toujours à ça, je me dis, ben, on n'est pas malheureux, en fait. On fonctionne juste en pilote automatique. Et puis, Oui. à un moment, quand on prend conscience que peut-être qu'il y a d'autres façons de faire pour nous qui sont peut-être mieux, et qu'on n'avait pas vu avant parce qu'on était tellement dans notre schéma. Eh bien, on se découvre vraiment et puis là, on sort de ce cadre dans lequel on nous avait mis. On se dit, mais attends, mais en fait, on m'a toujours dit que j'étais comme ça, comme ça, comme ça. J'ai toujours cru que moi, j'aimais ça, ça et ça. Oui. Mais qui je suis vraiment? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Est-ce que telle ou telle valeur qu'on m'a apprise, c'est mes valeurs à moi? Et là, c'est vrai que c'est un grand chamboulement et une grande Ouais. transformation, une grande déconstruction Oui. de beaucoup de choses. Ouais, C'est carrément. bien. Et en même temps, c'est aussi ça qui amène vers une vie hyper, Oui, hyper enrichissante. ouais, oui, exact. De cette, finalement, pour moi, déloyauté envers mon éducation, ça a vraiment été là, cette transformation de Ouais. cette déloyauté. Je me dis, mais attends, moi, en fait, on m'a appris plein de choses qui sont super, hein, vraiment, mais c'est peut-être pas forcément moi, au fond. Ouais. Oui, puis peut-être qu'il y a à apprendre et puis d'autres choses à laisser, quoi. Oui, C'est aussi refaire ce tri-là et se poser la question sur ce qui nous correspond, ne correspond pas, ce qu'on veut garder, pas garder. Ça, c'est effectivement, il faut sortir du pilote automatique, comme tu le dis, pour pouvoir se poser la question et pour vraiment pouvoir garder ce qui nous correspond réellement. oui, exactement. Merci, du coup. C'était super intéressant, c'était vraiment très, très riche. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si on a envie de te retrouver, si on a envie de travailler avec toi, comment on peut faire? Bah oui, avec plaisir. Alors, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Instagram ou Facebook sur Christa Coaching, aussi sur ma chaîne YouTube où justement j'ai interviewé plusieurs femmes qui me racontent leur parcours de femmes audacieuses et inspirantes. Et c'est vrai que là, c'est intéressant d'entendre les parcours de chaque femme. C'est pour ça que j'avais envie de le créer, pour montrer que chacune de nous, on a ce potentiel illimité en nous qui ne demande qu'à s'expanser. Et Ouais. puis maintenant, là, je suis en train de concrétiser un grand projet, un grand rêve que j'ai depuis plusieurs années, de créer ma propre académie de coaching qui va sortir en octobre, dans laquelle j'ai mis toute ma boîte à outils, tous mes outils de développement personnel de ma méthode L, pour permettre à d'autres personnes, d'autres femmes, de pouvoir utiliser ces outils dans leur vie privée, professionnelle, pour pouvoir vraiment se réaliser. Super. On mettra tous les liens en dessous pour que tu aies juste à cliquer pour pouvoir facilement te retrouver. Merci en tout Merci. cas beaucoup pour ce rendez-vous, c'était vraiment chouette, c'était hyper intéressant. Et puis, Merci Magali. ouais, est-ce que tu as un petit dernier mot que tu voudrais dire pour finir? Merci pour ton invitation. J'espère que parmi ce qui s'est dit, il puisse y avoir une petite, comme je dis, pépite qui Oui. fasse qu'une femme se dise, ah mais oui, moi aussi, je peux changer, je peux avancer, je peux être moi, trouver cette liberté d'être. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'amener de mon passage finalement ici et puis en général sur Terre, de cette contribution, que chaque femme puisse prendre cette place qu'est Ouais, là. super.
Eh ben, merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Je les ferai passer à Christa pour qu'elle puisse vous répondre. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. À Bye bientôt. bye. Ciao.